Eh bien, bonjour à tous, chers auditeurs, pour ce 83e numéro du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Et pour ce numéro très spécial, je suis effectivement accompagné, comme d'habitude, de Monsieur Vernochet. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui notre camarade, notre ami, notre complice, l'écrivain essayiste Claude Janvier, qui va décrypter avec nous l'actualité qui est encore très riche. On pourra parler éventuellement de la visite de Macron chez Biden, des coupures d'électricité à venir, encore de la guerre en Ukraine, etc., etc. Écoutez, messieurs, je vous laisse la parole. C'est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Nous ne sommes pas le jour de la Saint-Nicolas, puisqu'il faut attendre le 6 décembre, qui est en fait la grande fête de l'Occident et selon la tradition, la fête des enfants. Mais on va y revenir parce que je trouve que c'est intéressant de parler de ces traditions. Bonsoir Claude, bonsoir de nous accompagner, de m'accompagner et de participer à ce panorama, à cette revue qui n'est pas une revue de presse, mais une revue de toutes les catastrophes qui déferlent sur nous, mais qu'il faut prendre avec le sourire, parce que nous sommes par principe animés par l'espérance, et l'espérance veut que nous ne désespérions jamais. C'était un péché, le péché capital aux yeux de ce grand Danois mystique qui était Kierkegaard. Voilà, pour ne pas être pédant. Claude, de quoi commence-t-on à parler ? Alors déjà, bonsoir à tous, bonsoir et merci de m'accueillir. Et puis je suis très content d'être là. Alors, avant qu'on entame peut-être plein de choses, moi j'ai un petit scoop. J'ai trouvé un petit scoop. Le Royaume-Uni importe du pétrole russe. Ça, c'est intéressant. Alors, source, c'est Voltaire. Hein, mais ce qui est intéressant, et là je le cite... Tu parles du réseau Voltaire. Réseau Voltaire, oui. Absolument. Pas le boulevard Voltaire. Hein. Pas le boulevard Voltaire, réseau Voltaire. Donc, à partir du 5 décembre, il sera interdit d'importer du pétrole russe au Royaume-Uni. Bon, ma foi. Cependant, et c'est là où ça devient très intéressant, selon The Times, la réglementation considère que l'origine du pétrole est garantie par le pays chargé du transit. Ainsi, les pétroliers battant un pavillon non russe et ayant chargé leur cargaison en mer depuis un pétrolier russe ne transportent pas de pétrole russe, mais du pétrole de leur propre pays. Elle est pas belle, la vie ? C'est beau comme la romaine, ça. So British. Extraordinaire. Voilà, ça, c'est quand même un scoop. Merci au réseau Voltaire. Et là, j'ai trouvé ça quand même... Alors, puisque nous sommes sur le thème, on va attaquer bille en tête. On va parler de l'Ukraine. L'Ukraine vient d'être déclarée pays soutien du terrorisme par l'Union européenne. L'Union européenne qui a gelé 300 milliards d'avoirs russes publics, je crois, d'avoirs publics russes, se prépare à séquestrer ces 300 milliards, c'est-à-dire ce n'est plus un simple gel, c'est-à-dire à réutiliser cet argent pour alimenter le brasier ukrainien, c'est-à-dire c'est du vol, la politique internationale devient du brigandage. D'ailleurs, on pourra parler de terrorisme tout à l'heure, puisqu'on vient d'en parler. On accuse les Russes d'être des terroristes, comme s'ils visaient, on entend Biden nous dire et nous le répéter, que les Russes visent censément, précisément, les écoles maternelles, les garderies d'enfants, les écoles, enfin tout ce que l'on veut, les hôpitaux, les cliniques, ils le font exprès, hein, mais ce ne sont jamais des missiles de la défense, ce sont des missiles S-300 de la défense anti-aérienne ukrainienne qui, ayant manqué leur cible, s'abattent et explosent sur des immeubles. Ça, c'est jamais le cas. Hein. Ils retombent, ils s'évaporent dans la nature, c'est bien connu. Donc les Russes sont des barbares, des monstres à qui l'on peut tout infliger. Un commentaire, Claude ? Le commentaire, c'est que oui, alors de toute façon, malheureusement, ça continue. Alors, j'ai quand même appris, je suis pas le seul à l'avoir appris, que quand même, secrètement, plus ou moins secrètement, les États-Unis commencent à faire des tractations quand même avec la Russie.
Évidemment, Zelensky n'est pas du tout au courant, ou tout au moins de toute façon, même s'il l'est, il continue à faire ce pourquoi il a été mis là. Mais on ne sait pas trop comment toute cette affaire va évoluer. En tout cas, il est bien évident aussi qu'il y a un problème. Mais alors, moi, ce que je finis par pas comprendre, c'est que économiquement parlant, les États-Unis ont gagné la guerre. Je dis bien économiquement parlant, je n'ai pas dit militairement parlant, puisqu'ils ont gagné la guerre, puisque eux, de toute façon, ils ont vendu leur gaz de schiste à l'Europe entière, y compris la France d'ailleurs. Économiquement, de toute façon, ils font boule de neige, ils vont s'y retrouver. La Russie, de toute façon, économiquement, va bien aussi. Donc, de toute façon, les grands perdants dans tout ce conflit Russie-otanusien, parce que c'est pas un conflit russo-ukrainien, ça on le sait tous, c'est un conflit Russie-otanusien. Les grands perdants, bien évidemment, c'est nous au milieu, c'est l'Europe, dont la France, puisque nous, d'ailleurs, on rebondira là-dessus un peu plus tard ou tout de suite, je ne sais pas, mais puisque nous avons complètement abandonné, grâce à M. Macron et ses gouvernements successifs, le parc nucléaire français, déjà sous François Hollande. Donc, du coup, on est en plein marasme énergétique, à cause d'ailleurs du gouvernement, enfin des gouvernements. Donc, de toute façon, les grands perdants, nous, on est au milieu. C'est ça qui est, et c'est voulu, c'est complètement voulu d'ailleurs par les USA de continuer à détruire complètement l'Europe en la pillant de tous les côtés. Voilà, ça c'est un peu. Il faut bien comprendre, Claude, que ce n'est pas un effet collatéral. Les Américains vendent 2 à 3 fois le prix de leur gaz de schiste à l'Europe, 2 fois leur prix intérieur. Ça nous oblige à construire des ports méthaniers, des flottes de méthaniers qui d'ailleurs jamais ne suffiront à satisfaire à la demande. Mais si nous allons avoir des pénuries, nous en parlerons un peu plus tard. C'est la faute à Poutine, évidemment. C'est pas la faute à la politique d'abrutis et une politique qui n'est pas un laxisme. Je lis partout le laxisme. Ils n'ont pas fait exprès. Ils n'ont pas prévu. Ce sont des imprévoyants. C'est pas vrai. Ils ont tout prévu. On avait prévu de démanteler le parc nucléaire français qui compte 56 réacteurs. Il y en a 22 en panne actuellement. On comprend ce qui va se passer cet hiver. Ça a été prévu. Donc, on n'a pas entretenu ce parc puisqu'on devait le démanteler. Absolument. Et maintenant, on se retrouve grongeant comme devant. On achète du nucléaire allemand alors que c'est nous qui en fournissions. On a fermé Fessenheim, mais on va rouvrir une centrale à charbon. Enfin, on croirait, on marche sur la tête, mais ces gens-là ne sont pas des laxistes. Ils poursuivent un plan, une programmation. L'intégration européenne veut le démantèlement des nations. Ce sont des déconstructeurs comme Madame Rousseau et Monsieur Macron déconstruit systématiquement ce pays depuis qu'il est là. Il est d'ailleurs très très content de lui, très fier. Il y a qu'à le voir avec Biden. Il a la main dans la poche du pantalon. Enfin, c'est pas tellement c'est une attitude de racaille, c'est pas une attitude de chef d'État. Mais je note, et je te rends la parole, je note que pour une fois, il s'est exprimé devant les Américains, devant les journalistes, il s'est exprimé en français. Alors là, les bras m'en sont tombés. Il n'a pas essayé dans son mauvais anglais, son anglais Wall Street, vous savez, ces publicités du métro, speak l'anglais de Wall Street, the Wall Street English, qui est détestable au demeurant. Et non, il s'est exprimé en français. Il veut peut-être essayer de faire la risette à cette Afrique qui lui tourne le dos. Depuis, là aussi, je m'éloigne du sujet, mais nous y revenons, qu'il a pris Madame la chanteuse Iseult, cette chanteuse un peu hippopotamesque, pour être aimable, comme ambassadrice de la francophonie, alors qu'elle conchit la France à tour de bras et à tour de parole. Enfin, c'est dans le style de notre Parlement et c'est dans le style de notre gouvernement. Absolument. Mais en plus, le directeur du CEA, donc du Commissariat à l'énergie atomique, a été entendu récemment lors d'une commission sénatoriale et il a vraiment dénoncé publiquement le fait
que c'est un abandon manifeste des centrales nucléaires françaises, que c'est une honte, que c'est un scandale parce que les réacteurs tournent et tournent correctement. Fessenheim a soi-disant été fermé pour des raisons de sécurité, ce qui est totalement faux, puisque l'intérieur de Fessenheim avait été rénové. Mais ça avait coûté des centaines de millions d'euros. Oui, donc les réacteurs de tous les centrales, toutes nos centrales nucléaires sont excellents. Simplement, c'est un abandon manifeste de l'État. Et donc, le directeur du CEA, dont j'ai oublié le nom, s'est exprimé il y a peu donc au Sénat en disant effectivement que c'est une trahison. Il n'y a que les journalistes qui l'ignorent. Hein. Il faut dire ça à Monsieur Pascal Praud, il n'a pas l'air de le savoir. Pascal Praud, c'est la vedette de CNews. Ces gens qui font du café du commerce à longueur de journée, à longueur d'année, ignorent ce qui se dit. Et toujours même les gens de bonne volonté, les gens de Boulevard Voltaire écrivent « Ah, le laxisme, c'est du laxisme. Ah, ils n'ont pas prévu. » Mais c'est pas vrai. C'est planifié. Ah ben c'est de la trahison. Non, mais c'est de la trahison. Je rappelle que je viens de sortir un livre qui s'appelle Imposture et trahison. Hein, c'est ce qui résume le régime actuel. Absolument. Non, mais pas de souci. C'est pour mieux continuer à régimenter la population. Et en plus, ça marche, puisque récemment, j'ai écouté un témoignage, un micro-trottoir d'Europe 1. Donc, Europe 1, on ne peut pas remettre en cause. Ils interviewaient donc des gens qui rentraient dans une église qui était glaciale parce qu'ils avaient coupé le chauffage. Et les gens qui venaient là, ah bah oui, bah mon Dieu, on est en récession, donc on va mettre des pulls, et puis, ah bah oui, on comprend, etc. Donc, la grande majorité des gens excusent tout ce cirque en disant que bah oui, on n'a pas de chance, c'est la récession, c'est la faute au président Poutine, c'est la faute à pas de chance. Enfin, je ne sais même pas ce qu'ils pensent. Pas le président Poutine, ils disent l'ogre Poutine, le monstre Poutine, le boucher Poutine, comme il y avait le boucher. Non, mais le qualificatif est déjà pris par Bachar el-Assad. Non, c'est le fou Poutine qui fait la guerre comme ça par hasard. Et on répète, alors, dans les journaux télévisés, c'est ça qui est passé, on dit ah oui, mais c'est lui l'agresseur, hein, c'est lui qui est entré en Ukraine. Bah oui, il est entré en Ukraine, certes, mais il faut voir dans quelles conditions et dans quelles circonstances. Ouais. Et le problème, c'est que effectivement, la majorité des gens est en train de gober le fait que, ma foi, nous sommes en récession énergétique. Et puis, il faut prendre soin, soi-disant, de la planète, parce qu'évidemment, c'est le leitmotiv, soi-disant écolo, que moins on va chauffer nos appartements et nos maisons, plus on va prendre soin de la planète, ce qui est totalement faux. Mais c'est pas grave, ça continue. On continue dans le délire. Et le problème, c'est que c'est cautionné par une grande majorité de gens. Et ça finit par me navrer. Et ça me fâche aussi, parce que j'avoue qu'au bout d'un moment, je me dis, mais quand même, autant de stupidité engrangée, ça finit quelquefois par me laisser quand même pantois. Et ça finit par me fâcher, d'ailleurs. Voilà, donc je suis un peu fâché. Mais la stupidité des gens qui croient le baratin, les mensonges qu'on nous déverse, qu'on nous débite. Oui, c'est ça, elle est là, la stupidité. C'est pas la stupidité des gouvernants, c'est la stupidité de ceux qui gobent tout la bouche ouverte. Voilà, c'est tout à fait cela. En plus, pour soi-disant nous mettre des énergies renouvelables, et ça, de toute façon, on peut en parler aussi, qui sont une pure escroquerie, que ce soit les éoliennes, les usines de méthanisation ou les panneaux solaires, les champs de panneaux solaires. Tout ce cirque soi-disant écologique est une véritable escroquerie. Et d'ailleurs, c'est une véritable escroquerie pour plusieurs raisons. D'une part, les éoliennes, quand le parc prévu en France sera installé, ça va coûter plus de 13 milliards d'euros, je crois, de mémoire. Ça ne produira que à peine 10% de besoin en électricité. Il faut savoir qu'une éolienne dure 20 ans, à peu près. Au bout de 20 ans, elle est... Maximum, c'est plutôt 15 ans, hein. Voilà. Au bout de 15 ans, elle sera donc démantelée pour être enterrée parce que les pales ne se recyclent pas et les montants non plus. Donc tout ça étant... que le béton on arasera, on remettra un peu de terre par-dessus, mais les 500, les 1000 tonnes, les 2-3 000 tonnes de béton du socle resteront là et finiront par se dissoudre dans la nappe phréatique. Donc, les générations futures sont condamnées à boire pour 500 ans, 600 ans de l'eau au ciment.
Voilà, alors ça c'est pour les éoliennes. Ensuite, c'est moins connu, les usines de méthanisation. Il ne faut pas oublier qu'en France, on est à peu près à 1200 usines de méthanisation installées sur notre territoire. Alors, c'est quoi en quelques mots une usine de méthanisation? Eh bien, c'est la grande marotte écologique du moment. Ça veut dire que des excréments d'animaux et des débris végétaux sont amenés dans des usines de méthanisation qui d'ailleurs sont très discrètes au niveau implantation. Moi, j'en ai deux pas très loin de la ville où j'habite. J'en ai même jamais entendu parler. C'est en allant fouiller que j'ai appris leur existence. Alors, donc, ces débris d'excréments, d'animaux et des débris végétaux sont amenés dans des espèces de silos qui est donc une usine de méthanisation et sont censés produire avec de la fermentation du méthane. Le méthane, c'est donc du gaz et ensuite c'est donc transformé aussi une partie en électricité et une partie en gaz. Sauf que les 1200 usines de méthanisation aujourd'hui produisent que, tenez-vous bien, 0,6% d'électricité et 0,5% de gaz. Alors, pire, c'est que non seulement ça ne produit pas, mais en plus, une usine de méthanisation rejette 90% de déchets. Ce déchet, baptisé pompeusement par les écolos digestar, on croit rêver, est épandu après sur les terres arables agricoles et fait crever tous les vers de terre. Ce qui veut dire que les terres arables ne seront plus arables, elles ne seront plus cultivables parce qu'elles seront mortes. Et les agriculteurs sont payés comme pour l'installation des éoliennes pour installer des usines de méthanisation sur leur terrain. Et donc, évidemment, eux, ils tombent dans le panneau cupidité encore et toujours. Sauf qu'au bout d'un moment, en Allemagne, il faut savoir qu'il y a plus de 2000 usines de méthanisation. Les Allemands ne sont pas en reste. Alors ça, c'est une catastrophe écologique parce que bientôt, les agriculteurs ne vont produire que des cultures destinées à être englouties dans ces usines de méthanisation. Et donc, on aura de moins en moins de production, évidemment, de céréales sur notre sol. Et pour en terminer avec le volet écologique... On aura, Claude, pardon, on aura des éoliennes, on aura des forêts d'éoliennes. Alors, des méthanisation et des champs entiers de panneaux solaires qui, eux aussi, ont une durée de vie limitée et que produisent très peu d'électricité. Et qui ne sont pas non plus recyclables. Alors, il y a une vidéo sur Sud Radio qui est tout à fait intéressante d'une femme qui a fait des études dans certaines régions, ce n'est pas valable partout, sur la disparition des cheptels animaux à proximité des éoliennes. Mais c'est lié, ça ne marche pas partout. Tous les animaux ne meurent pas, mais parfois c'est par centaines. C'est dans les terrains qui sont conducteurs de l'électricité, puisqu'il y a des différentiels entre éoliennes, pour les spécialistes, ils exploreront ça et au besoin on en reparlera. Mais donc il y aurait des champs électriques circulant dans les terres à proximité des éoliennes et qui sont incompatibles avec la vie animale et j'imagine aussi avec la vie humaine. Regardez cette vidéo, c'est tout à fait inédit. On savait que ces champs électriques existaient, mais je ne savais pas qu'ils avaient une incidence sur l'élevage. Donc on n'aura plus d'élevage non plus. Et les paysans qui se plaignent, on leur dit mais vous avez maltraité vos animaux, vous ne les avez pas nourris, ils meurent. Prouvez-nous que ce sont les éoliennes. Ben non, on peut pas le prouver. Alors si vous ouvrez votre gueule, c'est dit textuellement, si vous l'ouvrez, vous n'aurez aucune indemnisation. Et si vous acceptez de vous taire, eh bien, vous serez indemnisé. On est quand même, la barbarie, elle est pas seulement en Ukraine, elle n'est pas seulement en Russie, elle est ici et maintenant. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et d'ailleurs, pour corroborer ce que vous venez de dire, c'est qu'un agriculteur, il y avait une antenne 5G. Alors là, on passe sur les antennes 5G. Il y avait une antenne près de son champ où il y avait des vaches, donc son troupeau de vaches, il y a une antenne 5G. Ils avaient installé une antenne 5G. Il s'est aperçu très vite que les vaches ne mangeaient plus et ne buvaient plus. Et donc les vaches se laissaient mourir. Et à un moment donné, il s'est dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et il a commencé à suspecter que ça venait donc de l'antenne du pylône avec l'antenne 5G. Un soir, il est venu. Clac, il a coupé les fils alimentant l'antenne 5G. Miracle, le lendemain, les vaches se remettaient à manger et rebuvaient. Donc évidemment, cette affaire est
est arrivé en justice puisque il a été accusé de destruction de biens publics, etc., etc. Sauf qu'il a réussi, je pense, alors j'ai pas suivi la fin de l'histoire après au niveau judiciaire, mais il a réussi quand même à prouver qu'il y avait une incidence sur son élevage. Mais est-ce qu'il va gagner? Ça, c'est moins sûr. Normalement, c'est pas moins sûr. Il perd. Il est obligé de perdre. Il ne peut pas avoir raison. Le pot de terre n'a jamais raison contre le pot de fer. Ce qui me permet de citer aux éditions Contre-Culture, il y a une très belle réédition des Fables de La Fontaine. Alors, j'en profite pour féliciter les éditions Contre-Culture pour leur travail de reculturation génial. Le pot de terre contre le pot de fer, c'est du La Fontaine. Si vous voulez comprendre quelque chose à la diplomatie, aux rapports de force nationaux, internationaux, à la géopolitique, vous lisez La Fontaine. Hein. Le loup et l'agneau, vous savez, le loup et l'agneau résume toute la politique internationale, en quelque sorte. Maintenant, encore faut-il accepter de lire en français, ce qui est en train de devenir une langue morte. C'est difficile. Hein. Ce qui est en train de devenir presque une gageure, vu le globish environnant. Ceci dit, je ne peux qu'effectivement corroborer la très belle édition luxueusement imprimée par Contre-Culture des Fables de La Fontaine, effectivement, qui est quand même le summum de ce qu'il faut lire. C'est de la morale explicite doublée d'une finesse d'esprit, et il faut quand même pas oublier que La Fontaine a œuvré entre 1668 très exactement et 1694. Et qu'il avait prolongé aussi la sagesse antique, celle d'Ésope, le premier fabuliste sans doute, et qu'il ne l'a pas mis au goût du jour, mais qu'il a su la sublimer, La Fontaine étant aussi, bien entendu, un grand poète. Absolument. Alors, je ne sais plus quel ministre, macronien ou hollandais, avait fait distribuer des petites fables de La Fontaine aux enfants, mais ça a été une initiative qui a tourné court, qui a fait long feu, si je puis dire. On n'en a plus jamais entendu parler. Bon, il faudrait revenir au bon temps où les petits-enfants apprenaient par cœur des fables de La Fontaine et les récitaient en classe. Ça faisait travailler la mémoire, ça structurait le langage, ça apprenait à parler. Absolument. Voilà. Bon, Absolument. ça, c'est B.A.-ba. Il vaut mieux leur apprendre, leur donner des cours d'éducation sexuelle. Ah oui, que notre bon ministre de la Culture, d'ailleurs, vante effectivement le fait de donner de plus en plus des cours d'éducation sexuelle. Elle est tout petit, donc notre nouveau ministre de l'Éducation nationale, M. Pape Ndiaye, donc s'attaque maintenant de nouveau, enfin pas de nouveau, mais il s'attaque maintenant à la mixité sociale dans les établissements privés, et c'est dans le viseur, enfin bon bref. Oui, les établissements visés sont dans le viseur. Sont dans le viseur, absolument. On va leur imposer, mais je rappellerai que vous mettez une pomme pourrie au milieu des pommes, c'est connu depuis la nuit des temps, et ça fait pourrir toutes les pommes. Hein. Oui. Vous mettez un mauvais élément va gâcher tout. Il faut faire le tri, et le tri social, ça existe aussi. Il y a les bons éléments, les mauvais éléments, et c'est pas la faute à personne. Hein. Alors le problème, c'est que je lisais une étude hier, d'ailleurs, une analyse anglaise, une fois n'est pas coutume, qui analyse que quand même depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le QI progressivement baisse, et aujourd'hui alors là, effectivement, c'est une étude sur les populations des pays industrialisés. Le QI a baissé de 7 points par personne, ce qui est quand même catastrophique. Ça veut dire que le QI moyen a baissé de 7 points. Et par rapport aux habitants de Singapour, qui est une cité-État, comme chacun sait, coincée quelque part en Malaisie, par rapport à Singapour, par rapport à la Corée du Sud, par rapport au Japon, on a 5 points en moyenne. Alors, je ne sais pas s'il faudrait parler de moyenne, mais 5 points en moyenne de QI de moins que ces gens, et ça baisse. Et ça baisse, et ça baisse. Absolument. Il n'y a pas que les études, l'éducation, il y a les jeux vidéo, il y a l'abêtissement, l'avidissement télévisuel qui est une pollution, une source de pollution majeure. Il n'y a pas que les ondes électroniques, il y a la malbouffe. Et il y a aussi, d'après cette étude anglaise que je lisais, que je citais à l'instant, il y a aussi 4 éléments qui, selon eux,
font baisser le QI, mais ça ne m'étonnerait pas. Le fluor, l'abondance du fluor. Oui, j'ai lu ça aussi. Le mercure, le plomb, l'aluminium. En réalité, on est malheureusement… Ce que je mets dans la malbouffe, oui. Plus en plus empoisonnés. Nous sommes de plus en plus empoisonnés par les métaux lourds. Et bien évidemment, c'est une conséquence directe sur l'analyse que peut avoir. Sur les plastiques qui, dans certains cas, peuvent être des hormones mimétiques, ressembler à des hormones, être assimilées à l'organisme, d'où la perte d'ailleurs, la perte de virilité. On sait que la spermatogénèse est en baisse constante depuis des années, des décennies. On avait fait une étude dans un rejet d'eau, dans un ruisseau, dans un ruisseau en Écosse. Je sais que l'Écosse, c'est quelque chose d'éloigné, de désertique. On pourrait penser que là-bas, l'air et l'eau, ils sont purs. Et bien, il y avait des poissons, soit qui étaient hermaphrodites. Oui, on avait constaté ça aussi dans les Everglades, les grands marécages de Floride, chez les alligators. Il y avait des alligators à deux sexes, des alligators ceci, des cela, aux endroits où il y avait des rejets. Bon, donc tout ça n'est pas neutre, mais on préfère institutionnaliser et mettre le droit à l'avortement dans la Constitution française comme si c'était un sujet. Hein. À l'heure où on a justement tous les moyens chimiques et mécaniques, on a la pilule d'avant, la pilule du lendemain, on a le stérilet, on a le diaphragme, on a évidemment le préservatif, on a 1001 manières de prévenir les grossesses. Eh bien non, il faut sacraliser l'avortement, c'est-à-dire sacraliser la mort. Nous sommes dans une société mortifère, il faut le dire. Et c'est le droit de tuer, puisque maintenant, vous savez très bien, le débat a été ouvert aux États-Unis avant qu'il y ait une réforme qui n'est pas une réforme, qui est la décentralisation, le renvoi aux États pour légiférer sur les questions d'avortement, mais il n'a jamais été aboli aux États-Unis, bien entendu. Et bien que les journalistes, il y a quelques États, c'est pas quelques États qui ont modifié leur texte, c'est 20 États sur 41, voilà, sur 40. Non, 41. Je ne sais plus où j'en suis. J'en perds mes États américains. Et enfin, c'est pas rien à croire que c'est un véritable problème et que ce n'est pas seulement un problème d'ordre religieux, puisque vous le savez comme moi, je m'arrête ici. Maintenant, on veut que l'avortement puisse intervenir jusqu'au moment ultime, jusqu'à l'accouchement. Et certains le réclament même l'avortement postnatal, ce qui porte un nom, ça s'appelle l'infanticide. Donc, notre société veut à la fois tuer les vieillards et en même temps tuer les enfants dans le ventre de leur mère, des enfants qui sont incapables de se prémunir et d'être assez responsables pour veiller à ne pas se faire engrosser indûment. Oui, mais c'est tout à fait répugnant. C'est vraiment tout à fait répugnant et c'est vraiment à l'image de cette bourgeoisie gauchiste racialiste qui veut absolument nous bombarder de wokisme, de théorie du genre, bref, passons. Alors, Claude, le véritable totalitarisme est peut-être là. Ah oui, absolument. C'est pas sous les canons, qui tonnent, ça fait des morts. Et on parle du fameux hachoir, du hachoir là dans une poche où s'affrontent Russes et Ukrainiens. Oui, c'est atroce. On est blessé, mais les blessures du corps, si elles ne se réparent pas toujours, ne sont pas les blessures de l'âme. Là, on est en train de hacher menu ce qui restait d'humanité dans l'homme. Absolument, absolument. Et malheureusement, si on n'y met pas bon ordre, ça va continuer. Parce qu'effectivement, je pense que nous sommes les seuls, quand je dis nous, je parle des lanceurs d'alerte, je parle des écrivains qui sont engagés, je parle des médias libres indépendants, voilà. Je pense que nous sommes le dernier rempart à la dégénérescence totale. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à dénoncer sans relâche, tout le temps,
encore et toujours, jusqu'à ce que effectivement cette répression, cette oppression recule. Parce que ce qui est quand même intéressant, c'est qu'à force de les dénoncer, ils aiment pas trop être mis en lumière. Donc au bout d'un moment, effectivement, ils finissent par reculer. Mais le combat n'est pas facile. Ils ne reculent pas, mais c'est vrai que les cloportes détestent, comme les vampires, et d'ailleurs nous sommes dirigés peut-être par des vampires, en fait, qui sait, puisqu'on nous le dit, on nous le ressasse tous les jours. Hollywood nous le dit et nous le répète, les vampires sont des gens sympas. Vous savez, il y avait autrefois un personnage qui s'appelait Cruella, maintenant on a Angelina Jolie, qui d'ailleurs a beaucoup d'allure, elle a les pommettes hautes et très marquées, et qui joue un personnage qui s'appelle... je sais pas comment elle s'appelle, qui vit dans un monde de fées, mais c'est une sorcière avec des cornes énormes, gigantesques. C'est doit être du Walt Disney, puisque Walt Disney maintenant. Donc c'est l'apologie déguisée du mal, toujours le mal, et pas seulement le mal porteur des cornes de bouc, mais les vampires sont sympas. Il y avait toute une série de films comme ça qui étaient, dont le nom m'échappe, mais tous les enfants ont regardé ça. La jeune fille bien sous tout rapport, qui est amoureuse d'un très beau vampire, très sage, très respectueux, très très policé. En fait, les vampires sont la nouvelle aristocratie, quoi, dans nos vus par Hollywood. Oui, c'est ça, vu par Hollywood. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on reproche, je parle des gouvernements de l'Europe et la France, bien entendu, on reproche au président Poutine, à la Russie, d'être d'être homophobe, d'être anti-LGBTQ+, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on gratte un peu l'affaire, on se rend compte très vite que ce n'est que de la propagande. Parce qu'en réalité, la Douma, récemment, la Douma a étendu la loi interdisant la promotion de l'homosexualité. Je dis bien la promotion de l'homosexualité. Jusqu'ici, les messages étaient interdits à destination des mineurs. Ils le sont aujourd'hui aussi pour les majeurs non consentants. La loi, adoptée à l'unanimité, fait obligation aux sites internet gays de requérir l'âge et le consentement de leurs visiteurs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homosexualité est libre en Russie depuis Mikhaïl Gorbatchev. Elle n'est plus considérée comme une maladie mentale depuis 1999. Et d'ailleurs, les clubs gays de Moscou sont parmi les plus grands d'Europe. Alors, aux détracteurs du président Poutine et des Russes soi-disant homophobes, pas de chance, mais ça tombe totalement à plat. Oui. De toute façon, il y a une vieille doctrine qui dit vertu publique et vice privée. L'homosexualité est un choix qui appartient à chacun. Parmi les plus grands esprits de l'histoire de l'homme, beaucoup ont été homosexuels. C'est indéniable. Vinci, je ne sais pas s'il était passé à l'acte, Léonard de Vinci, mais en tout cas, il avait des appétences de ce côté-là. Michel-Ange également. Mais encore une fois, on n'en faisait pas étalage, on n'en faisait pas la promotion. Ça appartenait à chacun. Et c'est pas une question de vie privée, puisqu'on ne peut pas baser une société et la reproduction génétique d'une société sur l'homosexualité. Sauf bien sûr à introduire la GPA, mais c'est toujours la même fuite en avant. Et donc la règle, c'était la famille, qui est l'architecture, la première cellule sociale. Au fond, les sociétés primitives qui étaient telles, si ce n'est des familles un peu étendues, il y avait un père, la mère, ses filles ou plusieurs femmes, que sais-je. C'était un petit groupe. Et puis les frères se séparaient, ça s'appelle des fratries, mais ça s'écrit PH, créaient des clans. Et l'ensemble des clans formait une tribu. Mais le départ de l'humanité, c'est la famille. Il n'y a pas d'autre départ. Il n'y a qu'à regarder, faites un peu d'éthologie, c'est-à-dire d'éthologie animale, et vous verrez comment ça marche. Absolument, et c'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai. Alors, il y a peut-être un sujet qui a émergé et puis qui est un peu retombé. Moi, j'en reviens toujours à la plateforme aussi FTX. Vous savez, la fameuse plateforme oui. crypto-monnaie. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même, j'ai gratté un peu parce que quand même, il faut gratter toujours un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est que je viens d'apprendre par un excellent article dans le Sacker francophone, article documenté, sourcé, bien évidemment, que FTX entretenait une relation étroite avec le Forum économique mondial.
Et, et c'était aussi une plateforme d'échange de crypto-monnaies préférée du gouvernement ukrainien. Diable. Monsieur Bankman, patron de FTX, a été le 3e gros contributeur, le premier étant Soros, de Georges Bidin. Absolument. Absolument. Non, mais c'est intéressant. C'est bien de gratter quand même. On en arrive. Il y avait un dénommé Yann Moncomble aujourd'hui, mais qui a été un conspirationniste pas avant la lettre, qui était essentiellement conjurationniste, qui disait quand on cherche, on trouve. Oui, tout à fait. Alors, la deuxième chose que j'ai trouvé très intéressante dans cet article aussi du Sacker, c'est que, et ça je l'ignorais, en début d'année 2022, le New York Times avait annoncé avec fracas une étude établissant que l'utilisation du médicament ivermectine n'était d'aucun secours. Et l'étude, devinez par qui, parce que c'est une étude, hein, l'étude avait été financée par qui? Je le donne en mille, FTX. Ah, encore. Donc, en réalité, toujours cette fameuse plateforme FTX. Ce qui est d'ailleurs vraiment horrible parce que l'ivermectine, et d'ailleurs mon ami Jean-Louis Zambert, mon complice et co-auteur, ami, a publié d'ailleurs un livre très intéressant qui s'appelle Le scandale ivermectine, qui est paru il y a quelques mois, et qui met en exergue vraiment que l'ivermectine, qui est un médicament anti-galleux, soigne très efficacement la Covid-19. C'est-à-dire qu'en 3-4 jours de prise de l'ivermectine, terminé, on n'entend plus parler, la personne n'entend plus parler de la Covid-19. Alors que le New York Times fait paraître effectivement un article bidonné montrant effectivement que l'ivermectine, son utilisation n'a aucun sens, ça, c'est criminel. Quand on sait en plus que le Japon, qui a eu quand même beaucoup moins de morts grâce à l'ivermectine, parce que eux, ils ont soigné beaucoup plus que d'autres pays. Grâce à l'ivermectine, ils ont quand même fait en sorte que des gens restent vivants. Et là aussi, la grande presse, les BFM, les LCI, les CNews ne le disent pas et ne le disent pas haut et fort. Au contraire, aujourd'hui, le professeur Raoult, on le traîne toujours, mais toujours plus bas dans la boue, s'il était possible. J'ai vu, Claude, je rappelle que vous êtes à l'écoute du Libre Journal de Jean-Michel Vernochet et que nous sommes le samedi 3 décembre, an de disgrâce, il n'y a pas d'autre terme. J'ai vu récemment, toujours sur la TNT, c'est bien de ne pas être abonné et d'avoir ces chaînes dites publiques, enfin presque publiques, un film qui s'appelait Contagion, qui date de 2011. Alors c'est étonnant, il y avait un escroc qui se faisait passer pour le sauveur de l'humanité, qui lui ne soignait pas une espèce de grippe asiatique qui était née en Chine, à Hong Kong, que sais-je, qui s'était sorti d'ailleurs de plus ou moins d'un laboratoire. Mais on nous montrait des chauves-souris, on nous montrait pas de pangolins, on nous montrait des chauves-souris, et il soignait ça avec du Forsythia. Alors, on disait que c'était une escroquerie, mais Forsythia, ça rappelle furieusement Artemisia, par exemple, puisqu'on sait que Madagascar a soigné aussi son épidémie à l'Artemisia. Le grand patron de la médecine, je crois, américaine, mais ressemble comme 2 gouttes d'eau à Ghebreyesus, un noir, l'Éthiopien, Ghebreyesus est un noir éthiopien qui dirige toujours l'OMS, qui est indéboulonnable, et tout le scénario ressemblait furieusement, on le trouve en streaming, mais en version originale, malheureusement, on trouve à celui du Covid, et ça date de 2011. Je rappelle qu'il y avait en 99, au début de 99, un film assez étonnant, une comédie dramatique, très drôle, très astucieuse, qui s'appelle Des hommes d'influence, avec Dustin Hoffman, et qui décrit un président américain qui est empêtré dans des histoires de sexuelles, entre autres, et qui déclenche une guerre, mais une guerre imaginaire. Et en fait, là aussi, comme 2 gouttes d'eau, ça ressemble à la guerre qui va se déclencher quelques mois ou quelques semaines plus tard au Kosovo. C'est étonnant. Étonnant comme il y a une préscience où il y a des modèles qui sont, au fond, comme les fusées aujourd'hui qui vont atterrir et décoller sur la Lune, ressemblent à celles de Feu Tintin. Hein, comme quoi... Quand le dessin est tracé, on le reprend à perpétuité. Donc, pour ceux qui regarderont Contagion,
on a le schéma exact on dit là, le Covid, de l'épidémie, donc dont la 9e vague est censée arriver. Et on voit partout affiché le retour du masque obligatoire. Mais pendant qu'on parle du masque obligatoire, on ne parlera pas des coupures d'électricité. Absolument. Mais alors en plus, c'est la méthode Coué. Là, j'ai pris l'avion récemment pour aller faire une conférence à Perpignan, qui d'ailleurs s'est très bien passée. J'étais ravi de prendre un peu de soleil à Perpignan, entre autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on pénètre dans l'aéroport, j'étais à Orly, hop, un disque avec une voix évidemment mécanique. Alors, le port du masque n'est pas obligatoire, mais est fermement recommandé dans l'enceinte même de l'aéroport, etc., etc. On arrive dans l'avion, paf, rebelote. Oui, le port du masque n'est pas gna, mais il est fortement recommandé. En plus, j'avais 2 hôtesses sur 4 qui portaient le masque jusqu'aux yeux. Mais c'est incroyable, on n'en sort pas. Et quand on regarde, c'est beaucoup plus insidieux que ce que ça l'était quand on était en pleine soi-disant épidémie, puisque aujourd'hui, on rentre dans une pharmacie, ils sont encore tous masqués. On rentre dans certaines boutiques, les vendeurs, vendeuses, certains sont masqués. On va faire ses courses dans un supermarché, certaines caissières sont toujours masquées. Non, j'arrête. D'abord, on ne fait pas une conférence, on donne une conférence et les caissières ne s'appellent pas les caissières, mais des hôtesses de caisse. Nuance. Jean-Michel. Nuance capitale. Jean-Michel, c'est vrai. On donne pas une... Oui, je suis tout à fait d'accord. En tout cas, pour en revenir à cette affaire de port du masque, ce qui est dramatique, c'est que le problème, c'est quelle image renvoie, par exemple, les pharmaciens et pharmaciennes quand elles reçoivent les clients, les patients masqués. Elles envoient, ou ils ou elles envoient un message de terreur. Ça veut dire le message tout à fait. C'est ça, porter le masque parce qu'attention, le virus continue à circuler, attention, le virus est dangereux et c'est très insidieux et je dirais, ça fait partie du paysage. C'est-à-dire aujourd'hui, on a tendance à plus trop y faire attention, mais il y a effectivement, et d'ailleurs si on rentre dans un hôpital aujourd'hui, ils sont tous masqués, etc., etc. J'ai vu un petit reportage aussi encore cette fois-ci c'était BFM TV, de temps en temps oui je zappe un truc comme ça de BFM TV, et paf, une enquête dans le métro, alors oui, bonjour madame, vous savez maintenant le port du masque c'est quand même recommandé, etc., vous allez pénétrer dans la rame du métro, ça serait bien. Non, mais j'ai dit, mais on n'en sort pas. Mais on est pris dans une sorte de boucle de peur, d'anxiété, qui, encore une fois, permet de manipuler les populations. Absolument. Et je vois, de nouveau, je reviens dessus, sur le professeur Raoult, qui est traîné dans la boue. Je ne sais plus si c'est à Henrion-Caude ou non, c'est Martine Vonner qui exclut ici de là. On ne les entend plus, on ne les voit plus, et on sait que ces gens sont l'objet de persécution, littéralement. Martine Vonner est passée devant le Conseil de l'Ordre. Elle est exclue donc de la médecine pendant 1 an. Ce qui est quand même lourd. Là, un de mes amis qui s'appelle Éric Loridan, qui est chirurgien, donc chirurgien, chirurgie générale et chirurgie gastrique, avait refusé de se vacciner, donc a été suspendu. Se faire vacciner, on ne se vaccine pas soi-même. Oui. Et donc, il a été suspendu parce qu'il a refusé de se faire vacciner. Du coup, très courageux de sa part parce que pas beaucoup de gens l'ont fait. Et là, il vient de passer, on est samedi aujourd'hui, oui c'est ça, il est passé hier devant le Conseil de l'Ordre régional de Lille, puisqu'il habite à Lille, et Martine Vonner donc est venue le soutenir, ainsi que Carlo Brusa, maître Brusa, bravo à lui, bravo à Martine Vonner. Et il y avait du monde, d'ailleurs j'ai vu un peu la vidéo, il y avait du monde qui était venu le soutenir. Mais ce sont des gens courageux parce qu'ils ont refusé la doxa gouvernementale, ils ont refusé ces injections frauduleuses parce que ce sont des injections frauduleuses. Ça porte un mot, Claude, ça s'appelle de l'empoisonnement. Alors pendant combien de temps y aura-t-il encore une rétention de l'information
personne parmi, justement, on a soi-disant une opposition parlementaire qui s'appelle le RN, hein, paraît-il. Pendant combien de temps les parlementaires, alors ne parlons pas de les NUP, ce sont des compradores, comme disaient les marxistes, ce sont des complices du pouvoir, ils font leur cirque habituel, et pour détourner l'attention, ils lâchent des ballons, des leurres, voilà. C'est un marché. Combien de temps encore personne n'exigera qu'on nous donne les statistiques réelles et pas les statistiques officielles, puisqu'il n'y en a pas, les statistiques réelles relatives aux effets secondaires graves ou moins graves. Actuellement, je me permets d'intervenir. Nous, avec mon ami Jean-Loup, dans notre dernier livre Covid-19, le bilan, en 40 questions, nous avons trouvé, et c'est étayé par un rapport, il y a en France, aujourd'hui, chaque semaine, j'insiste bien, chaque semaine, 2600 effets secondaires graves dus aux injections frauduleuses. Et ça, c'est sourcé et documenté. C'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer et ce qui se passe toujours et ce qui malheureusement va aller crescendo, parce que je lisais un rapport il y a peu, un autre rapport, comme quoi les chiffres effectivement des décès dus aux injections de ces liquides expérimentaux, les chiffres des décès sont loin d'être rapportés dans leur intégralité. Mais ça, il va falloir le prouver. Donc la démographie va peut-être nous donner des indications, puisqu'apparemment, en 2021 et sans doute en 2022, il y aura des mortalités excessives, alors que la première année du Covid 2020 était une année presque de sous-mortalité. On sait aujourd'hui, on va encore nous faire suer avec ce Covid, alors que en 2020, la moyenne de mortalité était 85 ans et demi, c'est-à-dire supérieure, dû réellement au Covid, c'est-à-dire supérieur à la mortalité moyenne naturelle du pays, qui devait être 84 ans ou 85 ans, peu importe. Et là, le Covid, c'est 81 ans. La moyenne. Alors bien sûr, il y a des gens de 30 ans, de 40 ans qui peuvent mourir du Covid. Mais il y en a beaucoup plus qui meurent de mort subite. Dans la petite ville près de laquelle j'habite, dans la même journée, il y a une fille de 20 ans qui est morte. Un garçon, un homme plutôt de 29 ans, est allé aux urgences, il se sentait mal. Aux urgences, on l'a renvoyé avec un peu de Doliprane en lui disant qu'il faisait une crise d'angoisse. 2 heures après, il était mort. Alors, je veux bien que la mort subite ait toujours existé, mais là, on ne parle plus que de ça. Que de ça. Et alors, plus grave, et là, c'est un phénomène qui est mis en évidence depuis peu de temps, on a établi qu'il y avait un lien entre la reprise de cancer qui était en rémission et qui tout d'un coup se remettent à flamber après la vaccination. La vaccination, en l'occurrence, affaiblirait les défenses immunitaires de l'organisme. Absolument. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Alors, le grand problème, c'est que beaucoup de gens se sont fait vacciner 3 doses, certains une 4e. Et maintenant, c'est la 5e. Oui, ben voilà. Oui, c'est-à-dire que le leitmotiv gouvernemental, c'est de toute façon, tous les 6 mois, eh bien, le vaccin n'est plus efficace, donc tous les 6 mois, il faut se faire de nouveau. Enfin, maintenant, il est tout à fait officiel que le vaccin donc ne protège que de façon très transitoire, très aléatoire, et en tout cas qui n'empêche pas la contamination ni la maladie elle-même. Alors, on se demande à quoi sert le vaccin. À rien. Mais tout le monde marche dans la combine. Pas à rien. Non, ça sert à financer les actionnaires des laboratoires pharmaceutiques, Pfizer, Moderna. Les commandes de X milliards de Madame van der Leyen à Monsieur Bourla, son vieux copain. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, il y a quelque chose de pourri au royaume d'Occident. Absolument. D'autant plus que ce sont des vaccins à ARN messager, donc personne ne sait les conséquences exactes que à long terme, à terme. À court terme et à long terme, puisqu'en fait, cette technologie ARN messager est étudiée depuis déjà une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années, n'a jamais fait ses preuves. Il y a eu des tests qui ont été faits sur des rats de laboratoire qui, d'ailleurs, les pauvres rats sont tous morts.
Et ce qui veut dire que ces vaccins ARN messager sont testés actuellement sur des êtres humains. Sur l'homme. Et dès lors que ce sont des tests, le vacciné n'a aucun recours juridique. Voilà. Ah bah oui, ça, ils sont débrouillés de faire signer des contrats béton et déchargeant toute responsabilité donc de la part des laboratoires pharmaceutiques. C'est très intéressant que l'UE, bien entendu, avec la Madame von der Leyen, s'est empressée effectivement d'entériner, puisqu'il faut bien soutenir ses amis et surtout imposer. Les contrats de plusieurs milliards se sont faits sous forme de textos et que Madame von der Leyen refuse. Qui n'est rien, en fait, elle n'est pas présidente de l'Europe, mais elle se comporte comme au fond, elle se comporte comme un despote. Absolument. Remarquons que la démocratie américaine, avec tous ses immenses défauts et ses vices, c'est une sorte, au fond, on appelle ça une fédération, mais c'est une sorte de confédération, puisque chaque État peut statuer, légiférer dans un certain nombre de domaines. Entre autres maintenant sur l'avortement. Tandis que l'Europe, elle, a ce vice rédhibitoire d'être ultra centralisée. Donc l'individu se trouve bientôt seul face à l'Europe, sans aucun corps intermédiaire, exact. Sans personne pour prendre sa défense. C'est tout à fait vrai. C'est tout le problème d'ailleurs par exemple du gouvernement français, enfin de la République, puisque c'est pyramidal, le président, les ministères, les parlementaires, les hauts fonctionnaires d'État, et hop, les préfets, les maires, etc. Et c'est pyramidal. Et quand il y a une décision pourrie qui est prise à la tête, et bien évidemment, elle est mise en place. Bien évidemment, avec tout le corps d'État, et y compris les petits cheffaillons de la République, comme j'aime à les appeler, puisque les préfets et bien trop souvent les maires de petites communes appliquent bêtement, ce sont des cheffaillons de la République, oui, absolument. La mondialisation aussi avance à grands pas, parce que si on regarde bien qui possède la planète, enfin tout au moins l'Occident, une grande partie de l'Occident, c'est des groupes comme BlackRock, Vanguard et compagnie, il y en a quelques-uns, auxquels sont acoquinés et associés les gens comme Bourla, Pfizer, les grands groupes de l'industrie chimique et médicamenteuse ou de l'agro-business. Parce qu'on parle toujours du complexe militaro-industriel, alors ça fait peur. Bon, actuellement, on va pas terminer, mais peut-être un tout petit peu sur les États-Unis qui se font des CCC en or littéralement avec la guerre d'Ukraine. Ils n'ont jamais, je l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont jamais vendu aussi cher leur saloperie de gaz de schiste, qui est une saloperie qui est ultra polluant. Ils le vendent 2 ou 3 fois le prix qu'ils le cèdent, qu'ils le commercialisent sur leur marché intérieur. Et puis surtout, ils viennent de prendre un truc absolument génial, l'Inflammation Reduction Act, qui est un plan d'investissement de 430 milliards qui a pour but de doper la filière électrique américaine, de la créer et de la doper, de décarboner l'économie, de favoriser la transition énergétique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura aux États-Unis, mais ça s'appelle de la concurrence déloyale, ça s'appelle du protectionnisme, il y aura un crédit d'impôt de $7 500 pour tous les acheteurs de voitures électriques, mais à condition que ce soit des modèles américains. C'est du pur protectionnisme. Pourquoi ne fait-on pas la même chose, sachant qu'on a perdu un marché de 40 milliards avec nos sous-marins qui n'étaient pas des sous-marins nucléaires, certes qu'on vendait à l'Australie. On a perdu également 30 ou 40 milliards de centrales nucléaires avec l'Autriche. On a perdu également presque je ne sais pas combien de dizaines de milliards avec les marchés polonais et allemands d'avions de combat. On se demande pourquoi on travaille à un avion du futur qui vient d'être, paraît-il, relancé du futur, mais toute l'Europe achète américain. Alors, je voudrais qu'on m'explique un petit peu. Mais c'est voulu, c'est-à-dire c'est une destruction systémique. D'un point de vue américain, anglo-saxon, il faut détruire la France, il faut détruire la francophonie, il faut détruire... le couple franco-allemand, il faut détruire le concurrent européen.
Absolument. Mais la France était et est toujours dans le viseur américain. Pourquoi? Parce que la France, c'est quand même un pays où il y avait une culture importante, où il y avait des arts importants et où la langue française faisait de l'ombre à la langue anglaise. Et c'est donc effectivement, parce que la langue anglaise, c'est l'hégémonie planétaire, hein, c'est-à-dire que voilà, si on parle anglais à travers toute la planète. Et la langue française faisait une énorme concurrence à la langue anglaise, donc il fallait détruire totalement la France. Je vous rappelle la jolie interpellation des Anglais au Canada et passant au Québec, entendant un Québécois parler français et l'anglophone s'adressant à lui, lui disait « speak white ». C'est-à-dire parler blanc. Je rappellerai aussi que les États-Unis, pour ravager la présence française en Afrique occidentale, utilisaient des entreprises canadiennes. Oui. C'était le cheval de Troie. Ce qui est énorme quand je parlais tout à l'heure, c'est une destruction voulue de la francophonie, de la langue française, donc de la France. Je suis allé à Paris il y a peu, et voilà une affiche, je l'ai pris en photo parce que j'ai trouvé ça monstrueux, une affiche que j'ai vue dans une station de métro à Paris. Et je vais lire le contenu de cette affiche, je viens de la retrouver dans mon téléphone. Écoutez bien, alors on voit l'image, c'est une personne qui est en train de manger, je sais pas si et donc, le slogan, c'est « Un moment Veggie avec votre date, coup de foudre assuré ». Voilà, ça c'est le globish que l'on peut voir dans une station de métro à Paris. Alors ça a commencé peut-être avec les publicités pour la lessive Homo. On voyait un gorille qui disait Toto Como, Homo Bono. On avait pris on commençait à glisser sur la bonne pente. Alors, on n'aura pas le temps de parler des traditions. J'aurais aimé, là aussi, de ces dérivatifs, de ces divertissements politiques que sont le pseudo-débat sur la corrida ou autre. On ne parle moins des arbres de Noël en plastique. Si j'ai vu un arbre de Noël en métallique, hideux, je ne sais pas où. Pourtant, l'arbre de Noël, c'était génial, mais on a dit que c'était des arbres morts. Ben oui, mais enfin, ça fait vivre toute une filière aussi. Et puis, ils peuvent être recyclés pour faire du gaz méthane dans les méthaneries. L'autre jour, sur Boulevard Voltaire, qui est de moins en moins bon, hein, disons-le, il y avait un petit reportage de trottoir, de radio-trottoir. On demandait à des braves musulmans ou à des braves africains s'ils savaient ce qu'était la Toussaint. Alors, aucun savait. Alors, il y en a un qui dit, mais vous êtes, aujourd'hui, c'est férié, et vous profitez là-dessus. Ah, non, c'est pas. Alors, le musulman disait sagement, moi, je respecte, je m'occupe des fêtes musulmanes. Ça me paraît de bon sens. Mais essayez de demander aux Français moyens, dans la rue, c'est bien plus terrifiant que les habitants de Trappes, s'ils savent quelle est l'origine de Noël et du Père Noël. Personne ne sait. Le Père Noël, en anglais, c'est encore une fois, c'est comme Halloween, ça nous est arrivé de là-bas, ça s'appelle Santa Claus. Et dans les années 30, c'est Coca-Cola qui invente Santa Claus. Santa Claus, c'est Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, ça se fête à l'Est, en Lorraine, en Alsace, mais surtout en Allemagne. C'est d'Allemagne d'ailleurs que vient au XIXe siècle. La tradition, c'est une tradition très récente, comme beaucoup de traditions, comme la cérémonie du thé d'ailleurs, qui n'est pas ancienne du tout au Japon. Ça ne vient pas du fond des âges. Eh bien, Saint-Nicolas, donc tout le monde connaît la légende, ou reportez-vous à la légende de Saint-Nicolas, qui est c'est la fête des enfants. Et on se promenait dans les rues, d'ailleurs, il y avait Saint-Nicolas, mais il y avait aussi le Père Fouettard. Du temps où chez les marchands de couleurs, quand j'étais petit, on vendait des martinets. Il y avait des martinets qui étaient suspendus au plafond. Et les enfants de passage, on ne se servait pas forcément du martinet, mais en tout cas, on pouvait le secouer, lui montrer, tu vas prendre du martinet. Pour taper, c'était des petites lames pas des lames, des petites lanières de cuir et qui cinglaient un peu les jambes, qui cinglaient les mollets. Et donc, la Saint-Nicolas, c'est véritablement la fête des enfants.
Noël, ce qu'on appelle Noël aujourd'hui, c'est la nativité. Donc on a fusionné les deux, mais c'est une invention commerciale. Santa Claus est devenu le Père Noël. Et tout le monde a oublié en France, à part les régions de l'Est, ou à part quelques-uns qui ont un peu de mémoire longue, ont oublié que cette tradition se fêtait le 6 décembre et que le 5 décembre, au soir, on mettait les chaussons dans la cheminée avec une carotte pour l'âne de Saint-Nicolas, parce qu'il ne se promenait pas sur un renne et sur un âne, on lui mettait un sucre. Et le lendemain matin, on trouvait les cadeaux. La fête des enfants, puisque c'est la fête de la résurrection des enfants sauvés de chez le monsieur le boucher ogre. C'était peut-être un poutinien avant la lettre qui avait mis les enfants au saloir. Voilà, donc qu'en est-il de nos traditions? On ferait bien non pas de les réinventer, mais de les retrouver dans leur authenticité. Hein? Absolument, mais c'est encore une preuve de l'invasion de la culture américaine. La dévastation, la destruction, dévastation. Absolument, c'est ça. Jusqu'au carnage, peut-être bientôt jusqu'au carnage de la guerre civile. Mais ne soyons pas trop pessimistes. Ou trop non, on ne va pas être trop pessimiste, mais c'est quand même les coups de boutoir américains. Il ne faut pas oublier quand même que les USA, en 1940, avaient traité secrètement avec le maréchal Pétain à Vichy pour imposer après, en 1945, puisqu'ils avaient déjà prévu qu'il y aurait la fin de la guerre, que la France devienne un protectorat. Ils avaient même imprimé une monnaie de singe qui a été rejetée par De Gaulle après, par le général De Gaulle. C'était le franc AMGO, A-M-G-O-T. Mais ça, c'est pas. Oui, mais il y avait un gouvernement provisoire et la France était occupée. Et je rappellerai que la France n'a jamais été libérée par les Américains, puisque vous regardez que ce soit la presse anglaise ou la presse américaine, on parle de l'invasion. Absolument. Absolument. Donc, on ne vient pas libérer la France, c'est une invasion. C'est ça. Et les Américains. Avec un gouvernement d'occupation provisoire et une monnaie provisoire. Heureusement que le général de Gaulle avait quelques commissaires quand il est arrivé au pouvoir en 1954. A dit oulala, mais moi j'en veux pas de cette monnaie de singe, et il a rejeté effectivement l'invasion américaine. Et après en 66 d'ailleurs, il avait sorti la France de l'OTAN. Non, Nicolas, il avait sorti la France du commandement intégré de l'OTAN. Oui, jamais sorti la France de l'OTAN. Nous y sommes toujours. Oui. Nous combattions en Afghanistan dans les rangs de l'OTAN, mais sous commandement américain. Voilà, mais il avait sorti quand même du commandement intégré de l'OTAN. Ce que Nicolas Sarkozy, d'ailleurs, s'est empressé de remettre. Quoi. Comme de faire rentrer par la porte le traité, le projet de traité européen. Et... De toute façon, le général de Gaulle a été le seul président français non atlantiste. Tous les autres présidents en France ont été des atlantistes. Quand les Français comprendront-ils que les élections n'élisent pas des représentants légitimes, mais représentent que tout est truqué de A à Z, que ce soit dans le découpage des circonscriptions, que ce soit dans les dosages, que aujourd'hui, si vous n'appartenez pas à un parti, vous n'avez quasiment aucune chance d'être élu. Donc, c'est la partitocratie. La partitocratie, ce sont des oligarchies qui se partagent le pouvoir. Absolument. Et des oligarchies interchangeables. Claude, on va achever, je ne sais plus si c'est le 83e Libre Journal de Jean-Michel Vernochet. Nous étions le samedi 3 décembre, an de disgrâce. Il fait gris d'ailleurs il fait gris sur la France, il fait froid, c'est un temps d'automne. Parce que l'hiver commence le 21 décembre, comme chacun sait. Quel mot d'espoir ou de désespoir, plutôt d'espoir, pourrions-nous avoir? Va-t-on bientôt se débarrasser du petit singe qui se promenait aux côtés du président Biden et qui a essayé de lui redonner un peu des satisfactions de vanité en le recevant comme un prince, mais entre un gâteux et un guignol, je ne vois pas en quoi le prestige de notre pays ou des relations internationales s'est trouvé renforcé. Mais il faut continuer, je pense qu'il faut continuer à dénoncer encore et toujours et sans relâche. Tous ces malfaisants, ce sont des malfaisants, des criminels, il faut continuer à les dénoncer, il faut continuer à pousser. Chose que nous faisons. Avec nos faibles forces. Absolument. Mais enfin, bon, aussi faible soit-elle, peut-être qu'un jour, un grain de sable parviendra à enrayer la machine.
Il y a toujours un grain de sable, il y a toujours des grains de sable. Tout n'est jamais parfaitement huilé et l'avenir n'est jamais écrit d'avance. Donc tout peut arriver, tout peut changer. Très belle parole d'espoir. Ben, écoutez, merci à toutes et à tous. Merci à vous et à toi, Claude. Et je dis à vous, puisqu'il y a Monsieur V qui est derrière et qui est à la manœuvre, si je puis dire, et sans lequel cette émission ne saurait exister. Merci à Contre-Culture pour ces magnifiques publications. Lisez les livres de Claude Janvier, lisez les miens. C'est une façon de nous aider et c'est une façon essentielle parce que sinon nous sommes déjà épuisés, mais on fait semblant de ne pas l'être. Merci. En tout cas, merci de m'avoir invité. Merci à Monsieur V. Merci Jean-Michel. Et puis à une prochaine. Sans problème. À très bientôt. Au revoir.